se lève différemment. Sans raison, tout a changé. C'est peut-être un soleil né dans la nuit qui nous offre le choix des couleurs. C'est peut-être une petite voix qui s'invite à notre table et promet de ne jamais nous quitter. Ou encore, un petit air entraînant qui fait dévier notre route par bonheur. Alors, on est prêt à refaire le monde. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit d'un éclair qui nous dit « Le changement, c'est pas les autres, c'est moi. » Lors du dernier épisode, après la découverte de nouveaux problèmes, les citadins ont dû effectuer des travaux importants sur la toiture. Ils ont aussi reçu l'aide précieuse du propriétaire d'un véhicule alimenté par du biodiesel fait maison. Le moteur diesel a été inventé par Rudolf Diesel pour rouler au départ avec de l'huile d'arachide, justement. Aujourd'hui, les citadins déploient leur créativité en donnant un style très particulier à leur plancher et à la salle de bain. En ce moment, c'est du gros décrassage. Comme tous les ans et demi, je nettoie mon bain. Parce que c'était des conteneurs qui servaient à mettre de la graisse. J'ai l'impression de la graisse animale. Le conteneur va devenir la baignoire, quoi, pour la maison. Une finition intérieure, ça peut être soit une résine époxy pour pas que ça rouille, sinon ça peut être de la peinture métal. L'extérieur, ça va être juste bien brossé pour retrouver un métal comme ça, bon vieux métal. Peut-être un petit coup de vernis quand même dessus, un petit vernis mat. Je pense que je vais le remonter au fur et à mesure. Ouais. Puis quand on va arriver sur les côtés de l'escalier, là, je vais peut-être arrêter, mais au moins je vais remonter toute la partie qui était le couloir, là. Je pense que je vais faire ça avec ce qu'on a, à mon avis. Dans un bac comme ça, on peut au moins rentrer à 5. C'était pas forcément les critères. On a le volet qui permet d'avoir un espèce de garde-corps assez haut, tout en pouvant rentrer dedans facilement. Quand on l'utilise en bain, on peut mettre très peu d'eau finalement, parce comme on peut s'allonger tout son long, on est tout de suite complètement immergé. Donc c'est un peu le problème, c'est quand même si on la remplit complètement, c'est vrai qu'on a une grosse consommation d'eau. Mais on peut s'en servir en la remplissant juste un peu. On peint l'arrière du plexi, puis on le pose. On pose le côté brillant face à nous, puis la peinture contre les 2x4. Avec le petit vinyle à l'arrière? À l'intérieur, ouais. En faisant 3 trous, on peut placer un système déjà tout existant. Donc ça, c'est si on n'a pas le temps de faire mieux. La version fontaine aussi, si on accroche ça au mur, on peut avoir une espèce de cascade qui coule dans notre bac. En fonction du temps qu'on a, on va voir ce qu'on peut faire au mieux. La ville suffoque. Voilà pourquoi chaque nouvelle parcelle d'espace vert la soulage un peu de son oppression. D'ailleurs, à ce chapitre, les citadins souhaitaient trouver le moyen de faire leur part.
Quand c'était possible, l'un ou l'autre d'entre eux partait en éclaireur dans les rues de la ville à la recherche de solutions. Et aussi étonnant que cela paraisse, il existe bel et bien des territoires de compromis entre la nature et la ville. On retrouve Nadia, ça c'est notre jardin expérimental. Donc on a un petit peu isolé en sections pour comparer les différentes approches. Ismaël Hautecoeur, chargé de projet des jardins sur les toits. Donc, le projet des jardins sur les toits, c'est un projet d'Alternative, qui est une ONG en développement international, qui a décidé de s'ancrer dans une communauté en travaillant avec un groupe local qui est le Centropole roulant, qui est une popote roulante, donc qui produit des repas pour les personnes âgées. Donc, en même temps qu'il y avait une dimension technique, expérimentale de recherche, en même temps, il y a une utilité sociale. Alors, présentement, on est sur le toit d'une université montréalaise, donc l'Université du Québec, en plein cœur d'un des quartiers les plus denses de Montréal, qui est très accessible. Ça explique aussi son choix stratégique pour avoir un jardin démonstratif. Et on est à peu près au 3e étage là, en termes de distance au sol. Dans notre jardin ici, ce qu'on propose, c'est une technique de jardinage qu'on appelle hors-sol, donc sans terre. Et on intègre au bac une réserve d'eau qui permet à la plante une autonomie pour éviter le dessèchement-arrosage qui finalement affaiblit la plante et qui la rend plus susceptible d'être attaquée par les maladies, les insectes. Donc on essaie de créer artificiellement un petit peu un environnement idéal étant donné le climat un petit peu extrême du toit. Les racines se propagent là-dedans. Donc les racines vont sortir du pot, ils vont suivre la mèche qui est complètement cachée à ce temps-ci de l'année et ils vont aller chercher l'eau. En fait, là, on avait les tuyaux du salon de l'habitation. On a eu des tonnes de tuyaux. Puis voilà, il fallait trouver une façon de l'utiliser. On approche le projet dans une optique environnementale, le plus possible écologique, puis on essaie d'encourager les gens à faire avec ce que la ville a produit comme déchets. Donc, on va dans les ruelles, dans les restaurants, on récupère des barils à olives, des seaux, tout ce qu'on peut trouver. Là. L'idéal serait de gérer tout sur place, évidemment, pour éviter le transport et la manipulation, la transformation, tout ça, qui sont toujours très coûteux et très énergivores. Donc, si on peut imaginer composter sur place et utiliser le fruit du compost, faire pousser des plantes qui, elles, vont produire de la nourriture qui va aller à la cuisine, qui va se retransformer en compost avec la récupération de l'eau, bien à ce moment-là, on commence à s'amuser avec la ressource qui est l'habitat. Toutes les villes ont ce problème de manque d'espace, de trop de béton, problème de faim, etc. Donc, une idée comme celle-ci peut profiter dans n'importe quelle ville. Et là, il n'y a pas du tout un clivage nord-sud. C'est urbain versus rural. Donc, c'est vraiment une problématique urbaine. La population mondiale étant de plus en plus urbaine, il faut commencer à repenser les villes. Il faut commencer aussi à donner la possibilité aux citoyens de faire quelque chose pour leur environnement proche, pour le présent, mais aussi pour le futur. À Montréal, on a une ressource incroyable de toits plats, surtout dans les anciens quartiers. Et c'est une richesse qui présente beaucoup d'opportunités, mais en même temps, il y a des défis parce que ces maisons datent souvent d'une centaine d'années. Owen Rose, architecte stagiaire, membre du Centre d'écologie urbaine et responsable du projet pilote d'implantation de toits verts à Montréal. Le
Le toit vert ici est installé dans le quartier du plateau Mont-Royal. Vous voyez en arrière de moi le centre-ville qui n'est pas très loin. Le plateau Mont-Royal étant un de ces anciens quartiers centraux, est un quartier idéal pour l'emplacement des toits verts parce que la majorité de ces maisons-là, de ces bâtiments, sont à toit plat. Dans ce projet pilote, le but était de montrer au monde que les toits verts peuvent s'installer et que les toits verts durent bien. Effectivement, les toits verts au Québec ont déjà fait leurs preuves, alors on utilise une technologie déjà mise à l'épreuve. Comme ça, c'était pour plus montrer au monde que ça pourrait se faire sur le plan résidentiel. Réfaction normale, d'habitude, ça coûte entre 5 et 10 000 $ pour une toiture gravier-goudron. Dans ce cas-ci, c'était un projet qui nous a coûté autour de 40 000 $. La moitié de ces coûts a été consacrée à la réfection complète des fermes et poutrelles du toit. Cela a permis de doubler sa capacité portante et ainsi de supporter les charges de neige et de glace de l'hiver québécois. On y a aussi installé l'instrumentation scientifique du Conseil national de recherche du Canada afin de mesurer la performance du toit au cours des prochaines années. Jusqu'au moment où les plantes s'installent, c'était un projet de construction assez régulière. Et quand on a commencé à monter les systèmes de végétalisation, le monde, tout d'un coup, a senti une énergie différente. Et ce qui était intéressant, c'est que dès que les sacs de terreau légers commençaient à s'étaler, le monde sentait la terre humide sur le toit. Ça changeait la mentalité, ça changeait la dynamique d'équipe et peu après, les bénévoles, les étudiants sont arrivés pour installer les plantes comme il faut. Et on a vu que tout d'un coup, ce projet de construction est devenu quelque chose complètement différent de ce que l'on est habitué à voir. Dans le cas du choix de plantes, nous, on voulait d'abord montrer deux systèmes possibles. On a une moitié du toit qui est arrosée par un système d'irrigation automatique et on a l'autre moitié du toit qui est une toiture sans arrosage. Ça veut dire qu'il fallait composer avec deux choix de plantes différentes. Pour la partie non arrosée, il fallait choisir les plantes plus rustiques qui étaient capables de subir les chaleurs d'été. L'autre côté du toit était arrosé pour que ça puisse nous donner un peu plus de marge dans la sélection des plantes. Grâce à la photosynthèse, les toitures végétales transforment le CO2 en oxygène. Elles contribuent donc à réduire la pollution atmosphérique, le smog et l'effet d'îlot thermique, ce dernier ayant une incidence directe sur les dépenses en climatisation et en chauffage. Quand on parle de l'efficacité énergétique, il faut bien distinguer entre l'hiver et l'été. D'abord, les avantages sont encore plus intéressants en été avec la climatisation naturelle. Ça refroidit très bien l'étage supérieur de la maison ou du bâtiment. En hiver, il y a des avantages, mais dès que le toit est gelé à 100%, ça donne moins d'avantages. Ce qu'on trouve intéressant, c'est l'automne et le printemps, les deux saisons où le toit n'est pas encore gelé, il commence à faire froid, où il fait frais encore d'hiver, et là, on peut avoir les économies énergétiques par rapport au chauffage d'hiver. Souvent, le monde a peur des fuites d'eau à l'intérieur du toit, surtout avec une toiture végétalisée pendant les gels des gels. Dans ce cas-là, on sait qu'avec nos expériences, une épaisseur de terreau de 15 cm est suffisante pour garder les racines en sécurité pendant l'hiver. Un toit vert protège mieux le toit du gel des gels qu'une toiture normale. La raison, c'est que le terreau est un espace tampon qui protège des extrémités de température. C'est pourquoi la durée de vie d'une toiture végétalisée est d'augmenter par 2, sinon 3 fois, parce que c'est protégé des extrêmes de froid et chaud du jour à la nuit, et en plus, ça protège le toit des rayons UV du soleil. À
moyen terme, on aimerait bien voir des toits verts qui coûtent à peu près 2 fois ou 3 fois plus cher qu'une toiture normale. Idéalement, ça s'installe où le couvreur va parler avec les propriétaires en leur proposant soit une toiture normale ou une toiture végétalisée, en disant que ça va vous coûter 3 fois plus cher, mais voilà les bienfaits que vous allez retenir par rapport à une toiture végétalisée. Selon le Conseil national de recherche du Canada, il suffirait de 6% de toiture verte dans une ville pour abaisser la température estivale de 1 ou 2 degrés. Chaque degré de moins réduirait de 5% la demande en électricité pour la climatisation, une source importante de gaz à effet de serre. Mon rêve le plus fou, c'est d'ici 10 ans, la ville de Montréal, dans ses anciens quartiers centraux, serait dotée de plusieurs milliers de toits verts et que ça s'enracine dans la culture d'ici et que l'on vit ça pour la beauté et l'amour de bien vivre avec une écologie urbaine saine. Comment ça se fait que dans une ville, il y a autant d'espace qui est pour les voitures et aussi peu pour les parcs? On prend une rue, l'espace des trottoirs comparativement à l'espace pour les véhicules. C'est immense, c'est incroyable. Laure Varidel, présidente de l'organisme Équiterre, auteure et sociologue. L'espace en stationnement versus l'espace en parc, juste cette mesure toute simple dans la plupart des villes en Occident, il y a des exceptions évidemment, mais dans la plupart des villes, l'auto, en Amérique du Nord encore pire qu'ailleurs, domine le paysage urbain. Les villes sont dessinées en fonction des automobiles, mais c'est sûr qu'on n'encourage pas le transport en commun, la bicyclette dans ces conditions-là. Donc il faut réencourager les gens aussi à venir s'installer en ville, malgré ça, de ne pas avoir à se déplacer sur des dizaines, des centaines, même certains de kilomètres pour venir travailler chaque matin. Mais pour que les gens aient envie d'habiter en ville, il faut aménager la ville de manière plus verte, plus écologique, où on a envie de vivre, où on n'entend pas toujours un bruit de fond, de voitures et de moteurs qui est très désagréable. Le Québec fait partie de l'Amérique du Nord. La voiture solo pour se rendre au travail, la voiture individuelle démesurée, ça fait partie du Québec. Thomas Mulcair, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, gouvernement du Québec. Les gens ont vraiment l'impression que ça fait partie de leurs acquis, ce qui est normal. Donc, au-delà de toutes les admonitions de tous les ministres de l'Environnement, au-delà de toutes les leçons de morale ou toutes les analyses savantes, si les gens ne peuvent plus prendre leur voiture parce que l'essence est trop chère, la demande pour le transport en commun va être là. Ça va avoir un effet bénéfique à certains égards parce qu'il y aura moins de voitures en ville. Mais c'est l'application stricte des forces du marché. Avec toutes les bonnes intentions du monde, on peut prêcher transport en commun. On peut dire que c'est important d'investir là-dedans. Mais quand les gens se rendent compte que le prix de l'essence est tel qu'ils veulent, c'est dans leur intérêt d'embarquer dans l'autobus ou le train de banlieue ou le métro, l'infrastructure va suivre. Donc les forces du marché, la demande du public va pousser la réaction du gouvernement. Mais tant qu'il n'y avait pas cette force-là, on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais si le public n'est pas prêt, c'est très, très difficile pour le gouvernement d'agir. Il y a le geste individuel, nous, comme citoyens, de planter des arbres, de transformer notre arrière-cour, qui est un stationnement pour l'auto, en parc plutôt. Et il y a aussi le geste de nos élus pour faire en sorte que nos villes soient organisées de manière différente. D'avoir autant de voitures qu'on en a, de les utiliser autant, c'est une forme de surconsommation. De vouloir autant de biens matériaux et autant de produits qui sont vite consommés, mais vite jetés aussi, ça a des implications qui sont énormes. Donc, je pense qu'il faut être prêt à
regarder la réalité en face et réduire notre consommation dans l'ensemble et en venir plus à ce qui est essentiel et miser sur la qualité plutôt que la quantité. Ce que j'espère, c'est que ça va devenir un désir pour tout le monde de contribuer à ce qu'il en soit autrement. Donc, on arrête juste de penser à notre petit confort à court terme, mais qu'on pense plus à notre confort, notre qualité de vie à long terme. Donc là, je suis en train de préparer le dallage de la salle de bain qui est entièrement réalisé avec des pocs de hockey, qu'on appelle nous des palets de hockey en France. Ces rondelles de hockey, en fait, on en a trouvé un gisement qui est tous les rebuts de fabrication donc des industriels qui fabriquent ces fameuses rondelles. Donc dès qu'il y a un petit défaut, en fait, ils ne peuvent pas les mettre en vente parce que ça veut dire qu'il ne va pas glisser de façon très rectiligne. Donc là, on a reçu un petit stock de rejets de fabrication. Comme on n'en avait pas en quantité suffisante, on l'a associé avec des fourrures de bois récupérées donc, pendant la déconstruction de la maison, donc en jouant comme ça des alternances de matériaux. On a choisi de mettre des rondelles de hockey parce que, je sais pas, moi je suis venue à Montréal, là, pour moi c'est l'endroit du hockey. Alors je trouve que c'était un chouette clin d'œil à faire. Alors, comment s'appelle l'équipe de hockey montréalaise? Eh ben, je suis désolé là-dessus, je me suis pas du tout renseigné. Mais si ça peut rassurer, je regarde pas le foot en France, aucun sport télé, donc... Dans la gamme de couleurs, chacun choisit la sienne. Certains suspendent des jardins par-dessus la tête des arbres, d'autres font grimper leurs légumes jusqu'aux nuages. Et puis il y a ceux qui choisissent d'aller à contresens. Ils s'enfoncent dans le sol, les yeux au ras des pâquerettes, les pieds bien plantés dans le ventre de la terre. Ville de la Chute, 65 km au nord-ouest de Montréal. Population, 11 687 habitants. Roger et moi, on s'est rencontrés en Australie. Moi, c'est un rêve d'enfant d'aller travailler là-bas. Ça m'a toujours impressionné que l'Australie était en dessous et elle tombait pas. Alors, je suis allée travailler dans le désert australien avec les médecins volants. Et c'est là que j'ai rencontré Roger. Roger Lévis et Joanne Lepage-Lévis, propriétaires d'une maison enfouie. C'est Roger qui a vu un article dans une revue scientifique par rapport à des maisons de ce genre-là. Je me souviens même la journée qui était après lire l'article. J'étais après allaiter ma deuxième et puis il me dit « Regarde notre future maison ». Bon, je dis « Tu sais, moi, des maisons sous terre qui est claustrophobique, là, c'est pas bien mon style ». Alors, il dit « Ben lis, tu vas voir ». Et c'est à partir de là, on a commencé et puis on s'est embarqué dans un très beau projet. Le principe de la maison enfouie, c'est se protéger contre la température, contre les éléments. Parce que, surtout l'hiver, ça peut faire très dur. Alors, ce genre de maison-là, il est beaucoup moins susceptible à le grand froid qu'à notre maison. Alors, pour commencer, on a fait creuser dans le côte et on a monté une bonne partie de la terre en haut afin de recouvrir la maison après. Et après ça, on a fait de la place pour la maison. La première étape, c'est de faire les tuyauteries, la plomberie. Et après ça, on a fait venir un contracteur pour former et couler nos murs une fois préparés. Et après ça, c'était le toit. C'est des dalles préfabriquées.
Alors, ce béton-là, fait par Quickspan, c'est la moitié de la pesanteur de béton ordinaire. Alors, il n'y a pas à supporter son poids comme le béton coulé. Là, c'est tout couvert d'une membrane de caoutchouc pour l'imperméabiliser. Et après ça, l'isolation, le styrofoam sur tous les murs sur le toit, jusqu'à 6 pouces d'épais. Et après ça, simplement recouvert de terre. La maison est face au sud. Ça veut dire que les 3 autres murs sont recouverts de terre, le toit aussi, mais le côté sud, c'est presque tout en vitre. Alors, ça ne dérange pas trop. En été, le soleil est plus haut, mais en hiver, le soleil est plus bas et on a une certaine chaleur qui vient du soleil dans la maison. Hi! La maison s'est chauffée juste avec un poêle à bois. À côté, on a un ventilateur qui tire l'air chaud du poêle et il souffle dans les conduits de ventilation dans le plancher, collé dans le béton, et ça distribue l'air chaud à travers la maison. Il y a une sortie à peu près toutes les pièces. Et ça fonctionne. On est très content avec la maison parce que c'est facile à chauffer, c'est frais en été. Le monde rentre et pense que c'est air conditionné. C'est un genre de maison particulier, alors il faut aimer ça. Ça ne donne pas à tout le monde. Il y en a qui aiment des victoriennes, d'autres des canadiennes. Bon, mais nous, on est des troglodytes, si tu veux, modernes, parce qu'en fin de compte, c'est comme une caverne moderne qu'on a fait. Là. Dans le fond, c'est une cave. Hein? C'est une cave bien aménagée. Décidément, vraiment tout un costume pour poser cette affaire-là. C'est de la laine de roche qui est composée avec la roche volcanique et avec de la scorie d'acier. On peut en voir quelques picots ici, recyclés, récupérés. C'est un isolant qui est hydrofuge, ignifuge et vermifuge. Un excellent petit produit écologique. C'est vrai qu'on fonctionne un peu tous sur... on se répartit les tâches, c'est-à-dire qu'on travaille tous un peu sur des petits projets qu'on essaye de rassembler. Et ça, c'est un fonctionnement, disons, qui s'est mis en place un peu sur le tas. Ça fonctionne. C'est vrai que ça facilite... Enfin, ça nous fait perdre le côté travail d'équipe où on est tous en train de peindre un mur en sifflant en même temps. Mais à la fois, c'est la façon d'avancer qui fonctionne.
Là, on est rendu à l'étape d'adaptation de la robinetterie donc, sur notre baignoire. En fait, c'est pas forcément une baignoire. Ça peut s'utiliser en baignoire, mais c'est surtout une douche. C'est-à-dire que dans ce coin-là, on peut venir, donc quand on est rentré, fermer le coin douche et juste se doucher dans cette partie-là. C'est étanche, c'est à peu près propre. Un dernier ménage après pour enlever la poussière, mais c'est tout bon. On a installé l'époque de hockey, on a verni nos fourrures, puis là on est en train de faire un coulis pour sceller le tout, et voilà, pour unifier tout ça, puis que ça se tienne et puis que ce soit joli. Puis après on va vernir tout ça, et ce sera fait. On a mis la main sur un stock de rondelles de hockey, on a eu à peu près un demi-million d'idées pour les placer, puis au final celle qui a gagné c'est le plancher de la salle de bain. Et c'est assez intriguant parce que je pense que quand on les voit sans savoir ce que c'est, on dit mais qu'est-ce que c'est que ces ronds là, est-ce que c'est des gommettes géantes là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis je pense que si on réfléchit un peu là, on comprend que c'est des rondelles de hockey qui ont été coulées dans le sol. Ici, on est obligé de tirer les joints au niveau du plâtre. Parce qu'on n'a pas le choix au niveau des coupe-feux, étant donné qu'on est mitoyen avec un bâtiment. Ce qui fait que ce mur-là, c'est un mur coupe-feu. Ça nous prend 2 épaisseurs de J-Proc, de placo. Et une fois qu'on a installé ces trucs-là, il faut tirer les joints entre les 2 couches. Fait qu'on va garder ce mur-là en placo. On va le peindre. Comme ça, on est légal. Et tout va bien m'appeler. Malgré leur souci de récupérer au maximum les débris du chantier, les citadins dépassent la limite initiale fixée à un conteneur de 30 mètres cubes. La dégradation des lieux, plus avancée que prévu, en est la cause. Ils ont néanmoins trouvé une alternative. On a réussi à trouver une compagnie de conteneurs qui s'appelle Multirecyclage, qui, elle, recycle les matériaux qui sont à l'intérieur de leur conteneur. Fait qu'on peut lancer les choses relativement pêle-mêle. Ils refont un tri de conteneurs. Fait que ça nous aide énormément pour la suite. Ceci est un toit écologique. Une très mince couche de substrat d'environ 5 cm. Certains parlent de toit vert ou de toit végétal. Mais le principe est le même, protéger la toiture elle-même. Il s'agit d'une solution de rechange à la toiture classique. Elle est parsemée de plantes, ce qui lui confère un caractère exotique. La réaction initiale des gens est de dire « Oh, comme c'est étrange !» Tom Lipton, spécialiste en gestion des eaux pluviales, Bureau des services environnementaux de la ville de Portland. Ma tâche est de trouver des moyens de réduire la pollution qui s'infiltre dans nos cours d'eau et de réduire le volume des eaux pluviales qui se déversent dans notre réseau d'égouts. La pollution causée par les eaux de ruissellement est un problème dans les villes, qui ont de vastes surfaces imperméables, comme les parcs de stationnement, les toitures et les rues.
j'ai aménagé ce toit pour vérifier sa capacité de retenir les eaux de pluie. Je n'avais pas l'intention de le conserver longtemps. Je me suis dit, je le construis, je mesure les résultats pendant 1 an, et puis on verra. Donc je l'ai construit et j'ai semé quelques plantes. Quand est venu le premier orage, une bonne averse, j'ai mis mon imperméable et je suis sorti. Après que la pluie eut cessé, environ 8 litres d'eau se sont écoulés du toit. J'ai calculé le volume d'eau qui était tombé sur le toit au cours de cette averse. 150 litres. Il est donc tombé 150 litres d'eau sur le toit et seulement 8 litres se sont écoulés. Le sol et les plantes ont retenu 142 litres d'eau qui s'est par la suite évaporée. J'étais renversé et très enthousiaste. Encouragé par les résultats de ce premier essai, Tom Lipton convainc alors la municipalité de pousser l'expérience plus loin. Nous sommes sur le toit de l'immeuble résidentiel Hamilton, au centre-ville de Portland. Ce toit végétal est le premier projet d'envergure lancé par la ville de Portland. Nous mesurons les eaux de pluie sur ce toit depuis 3 ans. Et en moyenne, le toit a retenu 58% des eaux pluviales au cours des 3 dernières années. Parfois, durant l'été et même au printemps, il n'y a pas le moindre écoulement. Pour un propriétaire qui songe à installer un toit vert sur une maison qu'il construit ou une maison existante, un des principaux avantages est l'amélioration de l'isolation. Le toit fournit aussi un habitat pour la faune, les oiseaux surtout. Les fleurs les attirent, tout comme les insectes et les abeilles qui viennent butiner ici. C'est un magnifique cadre naturel. Ce n'est pas tout à fait la nature sauvage, mais c'est la nature transposée en milieu urbain. Portland est la ville américaine qui encourage le plus activement l'installation de toits verts. Elle offre des bourses et des congés de taxes aux promoteurs qui les intègrent. Par exemple, ce toit vert d'un peu plus de 60 mètres carrés a bénéficié d'une bourse de 5 000 $ américains pour son installation. De plus, pour les nouvelles constructions possédant plus de 46 mètres carrés de surface imperméable, un règlement municipal oblige la mise en place de systèmes de rétention des eaux de pluie. La ville a également modifié son code du bâtiment pour favoriser les toitures végétales. Il s'agit d'une première en Amérique du Nord. Notre règlement de zonage offre un incitatif aux entrepreneurs qui installent une toiture verte. Cet incitatif leur permet de bâtir un édifice de plus grande taille, si bien que leur projet est plus rentable, même si le coût d'un toit vert est plus élevé. Il y a 9 ans, je voulais rénover ce garage. Mais je ne parviens pas à m'y résoudre, car je devrais alors détruire le toit vert. Et oui, j'aime bien mon toit vert. Aujourd'hui, on retrouve des toitures végétales un peu partout à travers le monde. Mais c'est il y a plus de 30 ans, en Allemagne, que ce concept qui ne date pas d'hier a été remis au goût du jour. Celui-ci s'inspire en effet des anciennes toitures de gazon en Islande, réputées pour leur longévité. Actuellement, la popularité des toits verts s'est étendue à toute l'Europe, notamment en raison de ses caractéristiques positives pour l'environnement. De son côté, l'Amérique du Nord accuse un certain retard à ce chapitre. Même si la technologie est implantée à plusieurs endroits, elle ne jouit pas encore d'une telle popularité. Mais en raison des conséquences négatives de l'étalement urbain et des gaz à effet de serre, les toits verts pourraient bientôt constituer une option de plus en plus importante auprès des entrepreneurs en construction,
des promoteurs et des autorités municipales. Quand elle s'enclenche, la volonté humaine ne connaît pas de frontières. Elle est de tous les continents, de toutes les couleurs et de tous les sexes. Partout, elle pousse certains d'entre nous à entreprendre un combat en faveur de la nature. C'est le cas, entre autres, d'une femme africaine déterminée qui a bousculé les traditions. The tree for all of us in the world is such a wonderful friend. L'arbre est un ami merveilleux pour nous tous, un bienfaiteur envers qui on manque d'égard. Pourtant, c'est lui qui nettoie l'air qu'on respire. Sans lui, on ne pourrait pas survivre. Il est tellement important de reconnaître ce que les arbres font pour nous. Professeur Wangari Maathai, militante écologiste, ministre adjoint à l'environnement, aux ressources naturelles et à la faune sauvage du Kenya, prix Nobel de la paix 2004. Au Kenya, il y a près de 30 ans, Wangari Maathai a lancé le Green Belt Movement, une initiative de reboisement des régions d'Afrique dévastées par la désertification. Il y a eu des changements extraordinaires au cours des 30 dernières années. On a planté plus de 30 millions d'arbres et on continue d'en planter. On a mobilisé des centaines de milliers de femmes qui produisent des semis, qui les plantent et les cultivent. Ceci fournit du bois de chauffage. Les femmes ont ainsi moins de chemin à parcourir pour ramasser le bois, qui demeure la principale source d'énergie pour 80% des gens au Kenya. On a pu conserver le sol et améliorer les terres cultivées par ces femmes pour qu'elles puissent produire des cultures vivrières et du fourrage. Elles peuvent améliorer leur qualité de vie tout simplement en gérant ce qu'elles ont déjà. Mais la contribution la plus importante est peut-être la sensibilisation à la protection de l'environnement. On doit gérer nos ressources, notamment nos ressources naturelles, qui demeurent les principales ressources à notre disposition. Il faut les exploiter de manière durable. L'espèce humaine doit faire preuve d'une grande humilité et comprendre que même si on s'est attribué une position dominante sur la planète, même si on gère toutes les autres espèces pour qu'elles soient à notre service, il est très important de comprendre que sans ces autres espèces, il nous serait impossible de survivre. Mais elles, de leur côté, vivraient très bien sans nous. Alors on devrait leur accorder le plus grand respect et les remercier, en prendre soin, car leur survie est essentielle à la nôtre. Are you enjoying it? Yay! Look at that plant. Isn't it happy? So happy.
en train de rajouter la largeur de nos niches dans lesquelles vont se trouver nos cailles électriques pour le chauffage. On a notre petit muret qui fait vraiment toute la périphérie des fondations. Ici, on va isoler ici pour bloquer le pont thermique. Et on a décidé d'encastrer là-dedans nos cailles électriques. Ces niches vont être recouvertes de nos panneaux de signalisation en aluminium qui va faire réfléchir la chaleur vers l'intérieur de la maison. Notre mur est préparé. On va être prêt à l'installer et à le fixer d'une façon permanente bientôt. Des petites mesures à prendre puisqu'on va préfabriquer en atelier nos panneaux de revêtement qui vont être faits forcément de la même façon que le haut, sauf à l'horizontale. Et il y aura pas de... ça ne sera pas des joints couverts à couvre-joint, ça va être vraiment des lattes horizontales, une à côté de l'autre. On est rendu là. Nadia, t'as l'air de faire quelque chose là. Oui, qu'est-ce que c'est? De l'aide. Ah, je vais bien t'aider. Oh, c'est génial. Enlever la fenêtre qui a juste été déposée avec des soutiens temporaires. Ça, on va pouvoir rentrer le bain avec le bain. On a un demi-pouce de jeu. Ah ouais, c'est ça? Un demi-pouce là? Un demi-pouce de jeu de chaque bord. En comptant ça là? Oui, oui, exactement. J'ai compté les moulures extérieures. Okay. Bon. Il va falloir fermer la trappe ici avec les madriers parce que le bain, on va fabriquer une genre de rampe. Ouais. Puis... Pour le glisser, il va falloir vraiment bien prendre le temps de tout dégager l'espace ici. Ouais. On enlève les roues parce que sinon le bain est trop haut. Ça sera bien. Ce sera bien quand même. C'est pas les mêmes roues, hein? Non, alors il y a deux. Et on en fait quoi des roues après? Un petit bout de fenêtre là, qui est parti avec le bain. Alors j'essaie de camoufler les dégâts. Ouais, ça va marcher. Je me botte la colle sur mes doigts, que si j'en mets un peu sur le bois. Eux font les conneries, puis moi je répare. Trop facile. Pour un super projet. Bon.
Dans le fond, tout le mur de la porte d'entrée en latte. Lors du prochain épisode, les citadins intègrent à leur décor une foule de matériaux récupérés depuis le début du projet. Ils trouvent une alternative aux isolants traditionnels. Et Vincent apprend aux Québécois à jouer de la cuillère. Donc ça nous fait une petite lampe de poche minimaliste. C'est la cuillère qui fait le contact et qui fait le petit réflecteur. D'ici là, l'expérience se poursuit sur le web.